Installation officielle ce matin de la 3e législature de la 7e République. C'était au cours d'une première session plénière ouverte en présence du Premier ministre et de nombreuses personnalités. La session du Conseil économique, social et culturel se poursuit. Aujourd'hui, les conseillers du CESOC ont entendu la haute autorité à la consolidation de la paix au cours d'une communication sur la cohésion sociale et la paix au Niger. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne nationale. La météo prévoit. À l'agenda officiel, le Conseil de sécurité s'est réuni ce jour 22 mars sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées Issoufou Mahamadou. Organe constitutionnel, le Conseil national de sécurité donne ses avis au président de la République sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et toutes autres questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Par ailleurs, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est entretenu successivement avec le directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et avec le secrétaire général de l'ASLECAF. Le résumé avec Moustapha Tinaou. Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui a été reçu par le président de la République, séjourne à Niamey, dans le cadre du lancement de la stratégie de lutte contre la fistule obstétricale dans la région. Un événement que nous organisons avec la première dame du Niger, qui, comme vous le savez, est une véritable championne donc sur les questions de protection et de promotion de la mère et de l'enfant. Le directeur du bureau régional de l'UNFPA a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Issoufou Mahamadou. Un hommage bien mérité parce que le président Issoufou a joué un rôle extraordinaire en ce qui concerne le mandat du Fonds des Nations Unies pour la population. Et je peux noter que depuis 2013, par exemple, donc, il a porté cet important chantier de la capture du dividende démographique en lançant un appel historique lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, du président du groupe de la Banque mondiale, Jim Kim, qui était accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, Mme Zuma, du président de la Banque africaine de développement, le commissaire de l'Union européenne pour le développement et d'autres personnalités. Et cet appel a porté énormément de fruits pour le continent africain. C'est d'ailleurs l'acte de naissance de ce programme phare que nous appelons un peu le SWED, donc le projet d'autonomisation des femmes pour la capture du dividende démographique. Mais le président a fait énormément de choses au-delà, donc y compris sur la question du nexus, sur le lien entre la démographie, la paix et la sécurité, dont l'ouvrage que nous avons publié il y a de cela quelques mois. Il a fait également la préface d'un ouvrage extrêmement intéressant sur les partenariats, dans lequel d'ailleurs il montre comment ces partenariats nous permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire seul. Le président a été également un modèle de leadership qui a été primé par la fondation Mo Ibrahim récemment et par beaucoup d'autres institutions de renommée. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un peu ce qu'il a fait de la culture. C'est sous un peu son leadership que la culture et le développement sont rapprochés dans un pays comme le Niger. Et je noterai en passant le prix international sur la population qui a été décerné à l'association
des leaders traditionnels du Niger en 2017 à New York, je pense qu'il y a quand même un prix exceptionnel pour des réalisations, je pense qu'il faut mettre à l'action du président Issoufou. Et le président Issoufou a fait beaucoup plus, pas seulement pour le Niger, pas seulement pour les jeunes, mais pour toute l'Afrique et peut-être pour toute l'humanité. Donc c'était un devoir de venir en tout cas le remercier, le féliciter, mais surtout à l'encourager à poursuivre un peu son action dans les périodes qui viennent pour que, en tout cas, sa contribution à la construction d'une meilleure Afrique et d'un meilleur monde, en tout cas, continue à porter ses fruits. Donc, je ne peux que me féliciter de cet excellent leadership, en tout cas, dont l'Afrique a besoin et pour lequel le Niger et toute l'Afrique doivent être fiers. Toujours dans la matinée, le président de la République a ensuite reçu le secrétaire général de la ZLECAf venu lui présenter le rapport d'activité de cette institution. Nous avons estimé qu'il est important que le président sache le travail que nous sommes en train de faire au cours de ces 6 mois, juste avant qu'il quitte ses fonctions. Nous voulions aussi le féliciter pour le travail qu'il a fait, parce que je ne pense pas que la ZLECAf aura réussi, en tout cas si ce n'est pour son leadership et le leadership du Niger. Cette dernière audience s'est déroulée notamment en présence du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. La Cour constitutionnelle, comme vous le savez, a officiellement proclamé Bazoum Mohamed vainqueur du deuxième tour de l'élection présidentielle à 55,66% des suffrages. Réagissant à chaud au siège du PNDS Taraya, le porte-parole du dit parti, Zakaria Abdraman, a indiqué que cette victoire constitue une avancée significative pour notre pays et les Nigériens doivent se mobiliser et se mettre au travail. Nous l'écoutons. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui anime une très grande majorité des Nigériennes et des Nigériens, parce que ce sont eux qui ont démocratiquement élu Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. C'est aussi un sentiment de fierté qui anime le peuple nigérien, parce que pour la première fois, le peuple nigérien assiste à un passage de témoins démocratiquement entre 2 présidents démocratiquement élus. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a créé toutes les conditions d'élections libres, transparentes et incontestables. C'est un grand démocrate, un grand patriote qui est devenu aujourd'hui une référence dans la politique en Afrique, dans le monde et au Niger en particulier. C'est aussi l'occasion de rendre un hommage au peuple nigérien qui a fait preuve de maturité politique et démocratique. Les Nigériennes, en effet, et les Nigériens se sont déplacés dans la paix, la fierté et la sérénité pour accomplir leur devoir civique. Ce qui montre à plus d'un titre que notre processus démocratique est sur la bonne voie et notre processus démocratique est irréversible. Il faut se dire qu'aujourd'hui, avec cette victoire du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, c'est l'expression de la souveraineté populaire. C'est le verdict des urnes. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction qui est compétente en matière constitutionnelle et électorale. C'est elle qui juge du contentieux électoral et qui programme les résultats définitifs. Et je suppose que tout le monde doit s'y conformer et que la décision de la Cour constitutionnelle doit être respectée. Je souligne au passage que même Mahaman Ousmane a dû se remettre à la Cour constitutionnelle. Il a déposé ses recours. La Cour constitutionnelle a tranché. Donc, c'est fini. On doit se mettre au travail. Les défis qui attendent le futur président, comme vous le voyez, il a été dit, consolidons
et avançons, consolidez et avancez. Il y a certes des défis. Le président sortant, son Excellence Mohamed Issoufou, a fait face à ces défis avec courage, professionnalisme et patriotisme. Et le président Mohamed Bazoum, le président entrant, a beaucoup d'expérience. C'est aussi un homme d'État et il va effectivement se baser sur ses acquis pour avancer et faire face à tous ces défis en vue de le relever, bien entendu avec le soutien et l'adhésion du peuple nigérien qui aujourd'hui a montré cet exemple en élisant le président Mohamed Bazoum. Voilà Zakaria Abraman, porte-parole du PNDS Taraya. L'actualité, c'est également la cérémonie officielle d'installation ce matin à Niamey de la 3e législature de la 7e République à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des représentants des institutions de la République et de plusieurs personnalités. Les nouveaux représentants de la nation ont ainsi siégé au Parlement lors de cette première séance plénière. Mahmoudou Idrissa Maïga. C'est conformément à l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le bureau d'âge a siégé pour diriger cette cérémonie officielle d'installation de la 3e législature de la 7e République. Composé du député lettré le plus âgé comme président et des 2 députés les moins âgés comme secrétaire, le bureau d'âge va présider les séances plénières de l'élection du futur président du Parlement et la mise en place des différents groupes parlementaires de l'institution. Ainsi, après l'hymne national qui consacre l'ouverture solennelle de cette cérémonie d'installation de la 3e législature de la 7e République, le député Kalla Ankaro a pris place pour déclarer ouverte la séance. Nous sommes lundi 22 mars 2021. La première séance de la 3e législature de la 7e République est ouverte. Mesdames et messieurs les députés, l'article 8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que le doyen d'âge communique à l'Assemblée nationale la liste des députés transmise par le gouvernement conformément à l'arrêt de validation et de proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Il faut rappeler que le PNDS, parti au pouvoir, conserve toujours une large majorité au sein de cette 3e législature de la 7e République, 119 sièges sur 166 sans les élections partielles des 5 députés de la diaspora. Pour la plupart des partis, la loi sur le quota a été plus que respectée. Cette 3e législature de la 7e République compte en effet 42 femmes députées. Je voudrais rendre un hommage mérité aux autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence M. Issoufou Mahamadou, qui a tenu le pari ou la promesse d'organiser des élections libres et transparentes. Je constate également que cette législature, il y a vraiment beaucoup de femmes. Nous sommes passés de 29 femmes en 2016 à 42 pour cette législature. Et c'est vraiment une prouesse. Et je tiens à féliciter les différents partis politiques qui ont eu à respecter la loi sur le quota. Et l'appel que je voudrais lancer à l'endroit des parlementaires élus, des femmes parlementaires élues, c'est de s'investir dans la mission qui leur est dévolue. Qu'on ne soit pas comme des figurantes donc à l'Assemblée et qu'on justifie notre présence, qu'on sache pourquoi on est là et qu'on remplisse pleinement notre mandat. La séance plénière reprendra mardi 23 mars 2021 avec comme ordre du jour l'élection du président de l'Assemblée nationale et la mise en place du groupe parlementaire. D'autre part, les travaux en plénière du Conseil économique, social et culturel se poursuivent à Niamey. Aujourd'hui, les conseillers du CESOG ont écouté la haute autorité à la consolidation de la paix, défendre une communication sur la cohésion sociale et la paix au Niger. Rachida Seyni Diori et Mohamed Soumana. La paix, c'est de cela qu'il s'agit.
Eh bien, pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faut forcément que règne la cohésion sociale entre fils et filles de cette même nation. C'est pour justement restaurer la paix et cela à l'unisson que les membres du Conseil économique, social et culturel CESOC ont convié le général Mahamadou Abou Tarka de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, pour échanger sur les stratégies du maintien de la paix au Niger en général et dans les zones conflictuelles en particulier. Nous, au Niger, nous faisons une différence entre deux choses. Le dialogue d'un côté et la négociation de l'autre. La négociation, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de partenaires pour négocier. Le dialogue, il est permanent. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le dialogue? C'est que ces groupes terroristes, elles recrutent dans des communautés nigériennes. Donc, nous sommes en dialogue avec ces communautés dans lesquelles les groupes recrutent. Nous avons des formes d'incentives pour ramener leurs enfants. Nous avons quelques succès. Par exemple, dans la région de Inates, nous avons eu une vingtaine ou une trentaine de repentis. C'est la pauvreté qui fait que les jeunes, ils vont à Boko Haram. C'est la pauvreté qui fait que les jeunes, ils vont dans le groupe terroriste au Mali. Ça, tout le monde est d'accord. L'adhésion sociale est une empreinte évidente au Niger. Pour la rendre effective, l'insécurité doit être combattue à tous les niveaux. Ainsi, des préoccupations et contributions ont été émises par les participants à cette session à l'endroit de la HACP. Elle tourne surtout autour du dialogue social, de la jeunesse et de l'économie. Et ce que nous attendons de cette autorité, c'est de nous armer de stratégies en tant que société pour pouvoir dénoncer les malfaiteurs, pour pouvoir cadrer nos enfants qui vont par la pauvreté dans des endroits où on tue les gens. Il y a eu, je l'avoue, des échanges assez fructueux, notamment des contributions des conseillers sur les mesures déjà prises par l'État, mais sur certaines mesures qui, selon certains conseillers, n'ont pas eu d'effet réel et qu'il fallait les revisiter. Et d'autres mesures qui sont beaucoup plus porteuses, notamment en termes d'encadrement, de rapprochement donc, de ces populations, et beaucoup plus des mesures d'ordre civil, de présence de l'État, de présence des services publics, d'accompagnement de l'État plutôt que d'actions militaires. Il ressort de cette communication que pour qu'il y ait la paix et la cohésion sociale au Niger, l'engagement de tous est souhaité. Aussi, la question de sécurité est très complexe et pour le prendre à bras le corps, la concorde entre population civile et forces de sécurité doit être permanente. Inauguration ce matin à Niamey de 2 nouveaux bâtiments et d'une médiathèque dans l'enceinte de l'école du personnel paramédical des armées. C'était sous la présidence du ministre de la Défense nationale et c'est l'œuvre de la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Fatih Abdoulaye. L'école du personnel paramédical des armées de Niamey et Pan s'agrandit avec l'inauguration ce lundi de 2 nouveaux bâtiments et d'une médiathèque offerte par l'Union européenne. Une cérémonie qui a été suivie par la réception d'un don de matériel médical, fruit de la coopération française au profit de la direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale. Dans son mot de bienvenue, la directrice de l'école du personnel paramédical des armées de Niamey, colonel Safiata Altini, a au nom de tous les stagiaires et de l'administration de l'école remercié l'Union européenne pour ses réalisations. La représentante de l'Union européenne, Elena Denisa Ionet, a dans son allocution dit que l'inauguration de ces infrastructures marque le soutien de l'Union européenne et de ses États membres à une école qui a une importance toute particulière. La force d'une nation et de son armée, a ajouté la représentante de l'Union européenne, se mesure aussi à la capacité d'assurer un appui médical aux armées et aux populations en zone d'urgence, avant de saluer l'excellence reconnue de l'EPAN qui forme un personnel paramédical au profit du Niger et de 17 autres pays. Quant à l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, il a précisé que ces joyaux permettront aux élèves infirmiers et à leurs enseignants de travailler dans des conditions nettement favorables et faciliteront ainsi leur apprentissage et leur réussite professionnelle.
En inaugurant ces infrastructures et réceptionnant le don de matériel médical, le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, a remercié l'Union européenne et la coopération française pour leurs gestes, qui renforcent ainsi les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en général et celles de la direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale en particulier, à travers la montée en puissance des effectifs de l'armée nigérienne nécessitant un accompagnement fort du soutien santé. Il a pour finir vivement souhaité la continuité et l'ouverture des voies nouvelles et multiples dans les futurs projets afin que le service de santé des armées soit un réel soutien sanitaire et moral du soldat. L'EPAN, faut-il le préciser, est une école nationale à vocation régionale qui reçoit des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, singulièrement de l'Afrique francophone. Elle compte actuellement 106 étudiants représentant 18 nationalités du monde de la sécurité, à savoir militaires, pompiers, gendarmes, eaux et forêts et police nationale. De travail dans la région de Maradi, le ministre de la Communication a effectué une série de visites au niveau des services relevant de son département ministériel. Le point avec Assouma Tijani et Nassirouna Kakele. Le ministre de la Communication est accompagné dans ce déplacement par son directeur de cabinet, du directeur des études et de la programmation du ministère, du directeur des stations régionales et du directeur technique de l'ORTN, ainsi que de plusieurs cadres du secteur de la communication. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents, des services relevant de son département ministériel, mais aussi faire le bilan du niveau d'installation de la télévision numérique terrestre, TNT, au niveau de la région de Maradi. C'est en ce sens qu'il s'est tout d'abord rendu au centre d'émission radio-télé CETV où des explications concernant le fonctionnement du centre lui ont été fournies. À Maradi, la diffusion est assurée par un émetteur principal de 2 kg au niveau du CETV et de 200 watts au niveau des centres secondaires à Dakoro, Mayaï et Tessawa. Le principal problème souligné au ministre à ce niveau est la suspension des programmes radio-télé en cas de coupure et ce par manque d'autonomie des batteries. Le système de diffusion est un mixte analogique et numérique à la fois. La délégation s'est ensuite transportée au niveau de la station régionale ORTN. Après avoir visité le service avec des échanges à bâton rompu avec le personnel de la boîte, le ministre Boubacar Issoufou Joupo a affirmé que des dispositions urgentes seront prises quant à l'installation des équipements de la TNT qui sont pour l'instant exposés par manque d'espace. Toute chose qui a conduit la mission à se rendre au niveau de la nouvelle station construite dans le cadre du programme de la fête tournante Maradi-Kolia, car c'est là que les équipements devraient être installés selon le ministre. C'est le lieu vraiment d'agir immédiatement. Nous allons, dès notre retour sur Niamey, essayer de faire le point de l'exécution du projet et voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Si la structure arrive à prendre en charge la finition, parce que nous sommes dans une phase d'installation des équipements dans le cadre du projet TNT, le passage au numérique. Nous n'avons pas installé les équipements dans l'ancien bâtiment et nous avons ici à côté vraiment un grand bâtiment qui peut contenir toute la station régionale. Les équipements sont là depuis presque 8 mois. Pour boucler sa visite de travail, le ministre de la Communication a fait un tour au niveau de la radio Sraunia suite à l'incendie qui a ravagé les installations de cette radio et celle d'une banque de la place le 4 mars dernier. Incendie dont on ignore encore l'origine. C'est un désastre. Vraiment, rien n'est sorti, même une seule vis. C'est déplorable. Avec les échanges qu'on a eus hier avec les autorités locales, on nous a fait comprendre que c'est l'une des radios actives de la ville de Maradi qui est très écoutée. Nous allons réfléchir du côté du gouvernement ce qui est possible pour vraiment accompagner les promoteurs et ramener vraiment ces joyaux. Notons qu'auparavant, le ministre de la Communication a visité le centre d'émission de Madawa. Et en route pour Zender, il poursuivra sa mission avec la visite du centre de Tessawa et de la radio communautaire Termamo. Et nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Zakaria Abdraman, ministre porte-parole du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes porteur d'un message.
Oui. La teneur, s'il vous plaît. C'est un communiqué du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Intazayan, Bakorat, Wursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa, ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des bandits armés. L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés est la 4e du genre, après celle de Tumu, Chiomobangu, Zarumdei et de Banibangu. En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie. Des mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et criminels. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne ces actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi. Un deuil national de 3 jours est décrété à compter du mardi 23 mars 2021. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement et restez avec nous pour la suite de cette édition. À Zender, ouverture ce matin de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Zender au titre de l'année 2021. C'est le président du dit tribunal qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs invités. Maman Lawel Chilo et Maman Ousmane. Débutée par la prestation de serment des jurés, cette première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Zender traitera des 16 affaires qui sont inscrites à son ordre du jour, comme les a notifiées dans son réquisitoire les premiers substituts représentant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Zender. Procédant à l'ouverture de cette session, le président du tribunal de grande instance de Zender dira qu'à travers la création de cette chambre, l'autorité administrative hiérarchique, notamment le ministère de la Justice, a voulu un traitement rapide des affaires criminelles. Première session qui s'ouvre ce matin au titre de l'année 2021 fait partie d'une série de 4 à 5 sessions susceptibles d'être organisées cette année. Pour la présente session, prévue pour se terminer le 30 mars, 16 dossiers sont inscrits au rôle. Il s'agit de 9 cas d'infanticide, 2 cas de vol aggravé, 1 cas de viol, 3 cas de coups mortels avec armes et 1 cas de tentative d'assassinat. 16 dossiers sont peut-être insignifiants au regard du nombre d'affaires en attente, mais ils sont suffisants pour commencer. À l'intention des jurés, le président les a demandé de conserver le secret de délibération même après la cessation de leurs fonctions, cela dans le cadre du respect de leur serment. Au terme de son intervention, Aboubakar Ibrahim a énuméré un certain nombre de doléances à l'endroit du ministère de la Justice. Il est important de souligner que la tâche est désormais énorme. Elle ne l'est en réalité que parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. La célérité tant souhaitée dans le jugement des affaires criminelles ne sera obtenue qu'en améliorant les conditions de travail des juridictions en général et des tribunaux de grande instance en particulier. Il n'a pas manqué aussi d'exprimer les besoins en agents du tribunal de grande instance de Zender, dont notamment des greffiers qui se posent avec acuité pour assurer les services des audiences dans un délai raisonnable, surtout avec 216 affaires en attente d'être jugées.
Niamey a abrité ce matin les assises de la première réunion du comité de pilotage du projet 3 frontières organisé par la haute autorité à la consolidation de la paix sur financement de l'Agence française de développement. Cette réunion vise à faire un état des lieux des résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3 frontières. Maria Makaita et Hassan Moussa. Il convient de préciser que la présente activité entre dans le cadre du projet informatique pour tous de la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, qui vient donc de doter le CEG3 de la commune urbaine de Difa d'une salle informatique équipée de 31 ordinateurs et d'une connexion Wi-Fi. La cérémonie qui consacre ainsi l'inauguration officielle de cette salle, intervenue ce lundi, s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la région de Difa, M. Yahaya Godi. C'était en présence de la présidente régionale de la Fondation Gourivi Meilleur, qui a en cette heureuse circonstance brossé à l'assistance les tenants et les aboutissants de ce projet. Le choix du CEG3 s'explique par le fait que cet établissement accueille l'écrasante majorité des élèves de l'école primaire Château, où l'initiative a été lancée en 2012. Et aujourd'hui, ils sont 1490 élèves à en avoir bénéficié. Ce geste est une suite logique dans le sens de la pérennisation et d'autre part un soutien aux efforts du gouvernement dans le contexte actuel de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les outils informatiques ont permis de surmonter plusieurs difficultés dans divers domaines, dont celui de l'éducation. C'est dire que ces élèves ayant déjà bénéficié de cet appui depuis le primaire ont désormais la possibilité de poursuivre leur apprentissage dans une large mesure. C'est une opportunité qui est ainsi offerte à tous les autres élèves de l'établissement bénéficiaire d'apprendre et de comprendre l'informatique. Monsieur le SG, je vous prie de recevoir, au nom de la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, ces 31 ordinateurs au profit des élèves du CEG3 de Difa. Pour finir, permettez-moi de réitérer le remerciement de Hadja Aïssata Issoufou pour l'intérêt que vous avez toujours accordé aux activités de la Fondation. Un geste fortement salué par le secrétaire général de la région de Difa, M. Yahaya Godi, qui a, au nom de la région et du sien propre, magnifié une fois de plus à toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à la première dame Hadja Aïssata Issoufou, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention en faveur de l'éducation. C'est la première dame qui a initié le prix d'excellence. En fait, doter donc les élèves des collèges des matériels informatiques comme ça, en fait, c'est préparer, c'est mettre les élèves dans de bonnes conditions pour qu'ils réussissent, pour que vraiment son objectif d'avoir le maximum d'élèves excellents soit atteint. Nous transmettons à travers vous nos vifs remerciements. Un réel motif de satisfaction pour les élèves ainsi que leurs encadreurs au regard de l'utilité certaine de cette salle. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. Vous savez, ces réalisations sont à inscrire à l'actif de la Fondation Gourivi Meilleur de Hadja Aïssata. Dans cette ère de mondialisation et de globalisation, l'outil informatique est indispensable pour accompagner la vie d'une personne, surtout celle des apprenants encore. Mon remerciement va à l'endroit du conseil régional et à l'endroit de la Fondation Gourivi Meilleur, qui nous ont appuyés et accompagnés pour la réalisation vraiment ou la transformation de cette salle en salle informatique dotée de tous les outils nécessaires. À noter qu'à cette cérémonie, la présence des responsables régionaux en charge de l'éducation tous cycles confondus, ainsi que celle des représentants des parents d'élèves. Autant pour nous, c'était l'inauguration ce matin de la nouvelle salle informatique du CEG3 de la commune urbaine de Difa avec Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. Je l'annonçais tantôt, Niamey a abrité ce matin les assises de la première réunion du comité de pilotage du projet 3 frontières organisé par la haute autorité à la consolidation de la paix sur financement de l'Agence française de développement. Cette réunion vise à faire un état des lieux des résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3 frontières. Maria Makaita et Hassan Moussa. Financé sur le fonds Minkapé et Résilience de l'Agence française de développement pour un coût d'environ 3 millions d'euros et pour une durée de 5 ans, le projet 3 frontières, objet de la présente rencontre, vise à contribuer à la stabilisation de la région frontalière
Niger, Mali, Burkina Faso. Ce projet entend intervenir de manière intégrée au bénéfice des populations vivant ou transitant dans la zone frontalière et contribuer à répondre à leurs besoins prioritaires. Le projet concerne le Niger, mais aussi le Burkina Faso et le Mali. Il se concentre sur une zone qui est marquée par une concentration de défis sans précédent, à savoir la protection et la sécurisation des populations. Car la situation sécuritaire est évidemment très préoccupante. La présence des groupes armés et de la criminalité organisée est attestée, avec certainement des formes de conflits communautaires latents. Aujourd'hui, c'est un peu ce que nous créons, notamment dans le Zarmaganda, dans la région de Bani Bungu et puis le nord de Walam. Marqué par de fortes vulnérabilités économiques, en particulier le manque d'opportunités pour les jeunes, et sociales, la limitation de l'accès équitable aux services sociaux de base, ainsi que des défis climatiques, la région présente donc des indicateurs de développement humain parmi les plus faibles du monde. Le programme a pour objectif d'intervenir pour bénéficier aux populations vivant dans la zone ou aux populations qui transitent dans la zone frontalière. Donc c'est l'aspect transfrontalier du programme. Comme vous le savez, tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'Alliance Sahel et de toutes les initiatives qui ont été prises par nos chefs d'État autour de cette région de 3 frontières qui doit avoir le sursaut économique et social pour accompagner ce qu'on a appelé le sursaut militaire. Général Mamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, devait exhorter les participants à plus d'échanges pour une meilleure réussite du projet dans sa phase de réalisation et pour l'atteinte des résultats escomptés, tout en remerciant l'Agence française de développement pour sa contribution. Une contribution qui est à sa juste valeur, a déclaré Luc Fabre, représentant l'AFD, et qui a salué la volonté de la HACP de développer cette approche intégrée au vu des problématiques de sécurité, de défense, de réponse aux besoins cruciaux des populations qui perdent parfois le moral. Bon à savoir, au Niger, ce projet cible en priorité la zone frontalière avec le Burkina Faso, la région de Tillabéri et plus précisément les communes de Gourouel, Bankilari, Tera, Djogoura, Dargol, Goté, Torodi, Makolondi, Kokoru et Mehana. Dans le cadre du projet appui au renforcement de la résilience et à la cohésion communautaire, dans le département de Torodi, région de Tillabéri, la Haute Autorité à la consolidation de la paix a organisé une tribune citoyenne publique à Bogodjotu sur le thème « Contribution de la population dans la lutte contre l'insécurité dans la commune de Torodi ». C'est le préfet du département qui a présidé cette rencontre. Le compte-rendu de Gérard Blazis. La Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, poursuit ses activités dans le cadre du projet Appui au renforcement de la résilience et à la cohésion communautaire dans le département de Torodi, région de Tillabéri. Jeudi dernier, c'est une tribune citoyenne publique qu'elle a organisée dans la localité de Bogodjoto sur le thème « Contribution de la population dans la lutte contre l'insécurité dans la commune de Torodi ». L'objectif général de cette tribune est de créer un cadre d'échange et de partage sur les enjeux et menaces sécuritaires propres à la dite commune. Préparée par le commandant Abache Elia, conseiller du président de la HACP, cette rencontre d'une journée a permis au maire, chef de canton, président du tribunal, responsable des forces de défense et de sécurité FDS de Torodi, d'échanger avec la population sur la collaboration qui doit être de mise entre la population civile et les FDS, d'identifier les différentes menaces sécuritaires et de clarifier les rôles, les droits et les devoirs des parties prenantes, FDS et population, et de formuler des engagements incombants à chaque partie prenante à la grande satisfaction du préfet de Torodi. Les immenses efforts Haute Autorité à la consolidation de la paix sous la conduite du général Mahamadou Abou Tarka, cette institution de la République, la convention laisse vraiment des impacts au niveau des communautés par
rapport aux questions les plus essentielles. Il faut noter que le projet Appui au renforcement de la résilience et à la cohésion communautaire dans le département de Toro des régions de Tillabéri est financé par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Ouverture ce matin à Zander de travaux de formation de 80 personnels inter- et extra-entreprises sur le management stratégique des entreprises. C'est le chef d'antenne régionale du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui a présidé la cérémonie. Hawaou Ali, Maman Ousmane. Cette formation de perfectionnement des personnels inter- et extra-entreprises sur le management stratégique des entreprises vise à renforcer leurs compétences, à savoir acquérir une vision globale de la démarche stratégique à mener en tant que dirigeant de l'entreprise, réaliser le diagnostic stratégique de son entreprise au regard de son environnement, concevoir, mettre en place et animer au sein de l'activité un système pilotage, entre autres. Prononçant son allocution à cette occasion, le directeur régional des enseignements professionnels et techniques, Moussa Hassan, dira que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a organisé cette formation juste pour valoriser les ressources humaines de ces jeunes entrepreneurs. Nous avons suffisamment de gens dans la région qui vraiment travaillent dans l'informel. Et pour que cela soit structuré, vraiment, ça nécessite un renforcement des capacités de nos jeunes entreprises. Dans les discours d'ouverture des travaux de cette formation des 80 entrepreneurs inter- et extra-entreprises qu'il a prononcé, le chef d'antenne régionale du FAFPA, Leminou El Hajsani, a souligné que la valorisation des ressources humaines passe par la formation des salariés qui peuvent acquérir et surtout maintenir une compétence à un niveau tel qu'elle permet de garantir l'exercice de leur métier en sachant s'adapter aux situations nouvelles. Vous vous souviendra, c'est le 18 mars dernier que la direction générale du FAPA a, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre des Enseignements professionnels et techniques, lancé officiellement les activités de formation au titre de l'année 2021. À cette occasion, le DG FAPA, dans son allocution, a souligné que toutes les dispositions sont déjà prises pour le démarrage des formations. Celle que nous lançons aujourd'hui en est la matérialisation. Il s'agit, à partir de cet instant, de procéder selon la programmation de cette année à la mise en œuvre des actions de formation prévues. Repartie en 2 groupes, cette formation durera 10 jours, soit 5 jours par groupe. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier national de partage de la proposition relative à la prise en compte de l'enseignement coranique dans le système éducatif au Niger, un projet conduit par l'IR Niger financé par la Banque mondiale. Pascal Sissougoutier et Habib Abdraman. Cette rencontre entre le ministre de l'enseignement primaire, de la protection des langues nationales et de l'éducation civique et les partenaires techniques et financiers de l'enseignement au Niger vise à présenter les résultats de l'étude et des échanges qui permettront désormais une meilleure prise en compte de l'enseignement traditionnel dans le système scolaire au Niger. À travers la Banque mondiale via le projet LIR, il s'agit de définir et de finaliser les principales approches existantes en termes d'éducation coranique au Niger. Cet atelier est l'aboutissement d'un long processus d'enquête, de consultation et d'analyse mené entre décembre 2018 et mars 2021. Il s'agit d'une première étape décisive dans la formation d'un consensus sur la manière de prendre en compte l'enseignement coranique traditionnel dans le système éducatif formel. La proposition qui sera discutée aujourd'hui émane d'une étude diagnostique souhaitée par le gouvernement du Niger et qui est la première du genre appuyée par la Banque mondiale au Niger, même dans la sous-région du Sahel. D'où la nécessité et notre intérêt à encourager l'introduction des compétences de base dans ces structures afin de relever les défis éducatifs aujourd'hui et poser les bases qui leur permettront de saisir les opportunités dans l'avenir. Le financement de ce projet vient en appui au sous-secteur de l'éducation du cycle de base 1. Une satisfaction pour Yaouza Sadissou qui se donne les moyens afin d'apporter une nette amélioration dans l'enseignement au Niger. L'évaluation à mi-parcours du PSF a mis en exergue plusieurs faiblesses de notre système éducatif, dont, entre autres, la faiblesse des acquis scolaires, l'incohérence
des données statistiques, l'insuffisance du matériel didactique, la faible qualification des enseignants, le renvoi massif des élèves à partir de la 6e, ce qui a conduit le gouvernement à élaborer un plan de transition sectorielle de l'éducation et de la formation, PTCF 2020-2022. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la qualité des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans des régions déterminées et renforcer la planification et la gestion du système éducatif. De manière spécifique, le projet vise à utiliser des technologies de l'information et de la communication pour améliorer les pratiques enseignantes, promouvoir l'apprentissage pour les filles, les enfants vulnérables et en dehors de l'école, et renforcer le pilotage des services éducatifs. La Banque mondiale, via le projet LIRE, dans sa composante 2, appuiera les écoles Macaranta sélectionnées par l'attribution des subventions pour les résultats en lecture et en mathématiques. Elle promet également de s'engager aux côtés du Niger dans le cadre de la mise en œuvre d'une feuille de route qui sera justement définie par l'État du Niger. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et la Commission nationale pour l'UNESCO, ISESCO, organise depuis ce matin un atelier de renforcement de capacité en réaction de projets structurants bancals au profit des experts du Niger, permettre aux cadres nigériens d'être outillés pour aller à l'assaut des financements extérieurs est le but premier de cet atelier. Mariam Dakou et Abdoulaye Ali. Soutenu par la coopération allemande à travers la GIZ, cet atelier de Niamey se veut donc le cadre pour renforcer les capacités des cadres et autres leaders de la société civile nigérienne en technique de conception et rédaction des projets innovants capables d'attirer les financements étrangers. L'approche consiste en la transformation d'une idée en un projet, ce qui nécessite alors le passage par une phase d'identification qui permet d'apprécier sa pertinence, sa faisabilité, d'examiner les interventions possibles et de définir les grandes orientations. Cette phase inclut donc une analyse des parties prenantes, de la situation, des problèmes auxquels les parties prenantes sont confrontées et l'identification des solutions des problèmes auxquels les parties prenantes sont confrontées. Cette phase est suivie par la rédaction proprement dite du projet qui retiendra particulièrement notre attention au cours de cette formation. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, cet atelier faisant partie d'une série qui sera organisée dans plusieurs pays africains a tout son fondement si l'on sait les efforts déployés par nos gouvernants pour former des cadres compétents qui œuvreront plus pour le développement à la base. Le Niger s'est engagé, comme tant d'autres pays africains, à promouvoir la formation, la recherche scientifique, la technologie et l'innovation pour atteindre les objectifs du développement durable, comme en témoignent les réformes initiées sous l'impulsion de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, consacré notamment dans le document d'orientation de la politique macroéconomique de l'État, en l'occurrence la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035, le PDS, le plan donc de développement économique et social 2017-2021 et le plan d'action pour l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comme vous le savez, la mise en œuvre de ces documents d'orientation politique et stratégique majeurs nécessite des ressources humaines capables de concevoir et de rédiger des programmes et projets structurants, pertinents, bancables et compétitifs pour mobiliser des ressources financières.
Le secrétaire exécutif de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ICESCO, lui, tout en faisant l'historique de l'organisation, a tenu à remercier le directeur général de l'ICESCO, Dr Salim Mohamed El-Malik, pour les multiples appuis accordés au Niger. Jibril Malan Al-Majri a aussi fondé l'espoir de voir des résultats probants sortir de cette session de formation étalée sur 5 jours. La journée mondiale de l'eau a été célébrée ce 22 mars par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA avec l'appui de ses partenaires, notamment WaterAid, la CIN et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers une conférence débat relative au thème « Valorisation des ressources en eau ». Le compte rendu de Gérard Abdelaziz et Bachir Abou. C'est par une conférence débat qui s'est tenue à la Maison de la Presse que le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, avec l'appui de ses partenaires, a célébré ce lundi l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est « Valorisation des ressources en eau ». Cette journée célébrée le 22 mars de chaque année depuis 1993 met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Elle sensibilise à la situation de 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre. Le Niger, grâce à son programme de renaissance, a déjà fait un pas important dans ce sens. En milieu rural, c'est à peu près plus de 79% de population qui ont des ouvrages chez elles, là où ils peuvent donc se servir pour s'alimenter en eau potable. En milieu urbain, on a fait des statistiques aujourd'hui, c'est 99% de populations qui ont un taux de dessert en milieu urbain. Pour vous dire que les 10 dernières années qui sont passées, beaucoup d'investissements ont été réalisés. Certes, beaucoup reste à faire, mais nous continuons à lancer un appel à l'endroit de nos partenaires au développement pour nous accompagner encore pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'un des principaux buts visés par cette journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable ODD6, à savoir eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Le Niger s'est engagé à travers le PROSEA, le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Le REGEA, dont la vision est de contribuer à l'atteinte de cet objectif, exhorte les nouvelles autorités nigériennes qui seront installées sous peu à redoubler d'efforts dans le secteur de l'eau. Le 22 mars de cette année va se célébrer également dans un contexte très spécial. Dans quelques jours, nous allons investir le nouveau président de la République du Niger. Il faut comprendre qu'il y a un défi énorme attend le président du Niger en matière d'accès à l'eau potable. C'est pourquoi nous plaidons déjà auprès de futures autorités pour qu'elles placent l'eau au cœur des actions à promouvoir afin de lutter efficacement contre la pauvreté. L'eau est une thématique transversale. Aucun pays ne peut amorcer son développement tant qu'il n'arrive pas à régler la question d'accès à l'eau potable. L'eau potable pour la boisson et idem l'eau potable pour les activités économiques et sociales. Les nouvelles autorités peuvent compter sur l'ONG internationale WaterAid qui a déjà permis à plus de 2 millions de personnes d'avoir accès à l'eau potable en 12 années de présence au Niger. Nous avons participé également à tous les processus d'élaboration de politiques, programmes et projets que le gouvernement du Niger a élaborés ou continue à élaborer. Nous avons surtout renforcé le partenariat. Nous ne faisons pas seuls, nous le faisons avec nos acteurs. Et au passage, je remercie le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que les autres acteurs, partenaires qui sont là, notamment les ONG nationales. Nous intervenons sur 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est d'abord le renforcement du secteur. Le deuxième axe d'intervention est l'intégration. L'intégration, vous savez, l'eau, nous faisons effectivement de l'eau, mais à travers aussi des secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture, pour ne citer que ceux-là. Et enfin, le dernier, c'est vraiment le plaidoyer, qui est notre pilier pour influencer les politiques et les décideurs, mais également aussi ceux qui utilisent la ressource au niveau local. Autre partenaire qui entend aider les nouvelles autorités dans l'atteinte de cet objectif, la SEDN,
la société d'exploitation des eaux du Niger, qui a déjà fait un travail remarquable en permettant à plus de 95% de Nigériens vivant en milieu urbain d'avoir accès à l'eau potable. L'eau doit être protégée, l'eau doit être préservée, c'est notre travail. Mais l'eau, on n'est pas là pour la mettre en musée, on n'est pas là d'ailleurs pour la mettre en bouteille non plus, on est là pour la distribuer, on est là pour la rendre disponible. Est-ce que ce travail-là est gratuit? Non, il ne l'est pas, ça coûte, les infrastructures coûtent, le travail de mise à disposition, de traitement et de distribution coûte, il faut faire venir les produits de traitement, il faut faire venir le matériel, c'est tous les jours. Et pourtant, n'oubliez pas que dans la facture d'eau que tous nous recevons, l'eau, elle est gratuite. Ce qui est payé, ce ne sont que les infrastructures et que le service qui est donné à l'eau pour qu'elle soit disponible et que chacun puisse en bénéficier. Des étudiants de plusieurs écoles supérieures de la place ont été conviés à cette rencontre. HECF, IFTIC, I2U et IAT. Ils ont eu droit à 2 panels, le premier animé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le REGIA, la SPEN et la SEN, et le second par WaterAid, World Vision et SUSAID. Des échanges et discussions ont mis un terme à cette conférence débat commémorative de la Journée mondiale de l'eau 2021. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de 2 jours sur le rôle des journalistes dans la gestion des conflits et la promotion des droits humains. Cet atelier est organisé par le réseau des journalistes pour les droits humains et a vu la participation des journalistes de Niamey et de l'intérieur du pays. C'est le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains qui a présidé la cérémonie. Sadou Inwa Ali et Nana Maria Moutari. Cette initiative du réseau des journalistes des droits humains, RJDH, en partenariat avec Oxfam, s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de l'information de qualité sur les droits humains. Une occasion pour le président du réseau de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement de Niamey avant de rappeler l'importance de la structure qu'il dirige, mais aussi les bien fondés de la présente formation. Le réseau de journalistes pour les droits de l'homme, le RJDH, est une ancienne structure qui a fait parler d'elle par le passé, pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui vont découvrir. Le RJDH, c'est quand même une des structures des journalistes qui a marqué son histoire. Ce matin, il s'agit d'un atelier. Il y a pour thème donc le rôle des journalistes dans la gestion des conflits et la promotion des droits humains. Et avec l'ensemble des professionnels des médias, nous allons essayer de mettre en œuvre ce projet intitulé Promotion d'informations de qualité sur les droits humains au Niger. Selon le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, le RJDH est l'une des structures la plus active de la Maison de la Presse et le retour du réseau sur le terrain des activités est à saluer et à encourager. Saluer et féliciter la nouvelle équipe à la tête de ce réseau en lui souhaitant plein succès dans cette mission. Le nouveau partenariat avec Oxfam dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains sous financement de la coopération danoise permettra au CRJDH de reprendre les activités de renforcement des capacités des journalistes au cours de ces 2 jours de formation. Vous comprendrez qu'il est indispensable, surtout en période de conflit, de fournir des informations exactes et impartiales. Le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains a quant à lui apprécié à juste titre l'initiative du RJDH au profit des journalistes nigériens. Il me plaît tout d'abord de saluer cette initiative extrêmement importante du RJDH et de ses partenaires pour l'appui à l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité au bénéfice des journalistes de la presse publique et privée du Niger. La Commission nationale des droits humains se félicite du choix du projet du RJDH intitulé Promotion d'informations de qualité sur les droits humains au Niger et apporte tout son soutien dans l'exécution du dit projet. C'est une vingtaine de journalistes de Niamey et de l'intérieur du pays qui s'approprieront la règle de bonne conduite dans la gestion des conflits tout en mettant l'accent sur le respect de la dignité humaine.
Ce matin à Konni, de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la filière poisson des régions de Difa, Tillabéri et Tawa, organisé par le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Niger, cofinancé par le gouvernement du Niger et la Banque islamique de développement. Le compte-rendu de Tahir Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. Le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire PRIA a pour objectif de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience des populations vulnérables au Niger. C'est ainsi que pour atteindre le dit objectif, plusieurs réalisations ont été menées. La mise en place d'intrants agricoles au début de chaque campagne de culture pluviale et de cultures irriguées. Il s'agit de semences améliorées, des engrais et des pesticides, des appuis constants à la campagne de vaccination du cheptel et des appuis au service déconcentré de l'État. Pour ce qui est de la filière poisson dont il est question aujourd'hui, le projet vise à améliorer les conditions de vie de plus de 300 000 ménages vulnérables directement impliqués dans les différents maillons de la chaîne de valeur poisson. La construction des centres d'alevinage